Motul, champion du monde en MotoGP, champion du monde en endurance, champion du monde de motocross. Motul, c'est le partenaire de la liberté de penser, de rouler, d'un art de vivre pour tous. Salut à tous et bienvenue dans Sans concession spéciale Sud-Ouest, une émission partagée en deux. Tout d'abord, nous irons découvrir l'univers Indian à la concession Indian Biarritz avec un essai de la Challenger, la nouveauté de l'année 2021 pour Indian Motorcycle. Et pour cette deuxième partie, j'ai la chance d'être accompagné de Pascal Tomek de Motul qui va nous faire découvrir tout l'univers du flat track. Le flat track dans le sud-ouest, on a fait un peu de speedway ensemble il y a quelques semaines. Le flat, les wheels, c'est annulé mais c'est quand même un peu présent par rapport à la compétition. On va découvrir le flat On va voir chez tout les ça. wheels, c'est terrible. Super, Sans concession, ambiance Sud-Ouest, c'est tout de suite. And we are gonna finish by the final 350, 77, 45, 37. Alors donc on est dans un univers landais, ici on est à 150 km de Bordeaux à peu près. Et donc c'est vraiment typique, les pins et beaucoup de sable. Johan, la particularité de cet endroit, c'est qu'à droite, on a l'élite du motocross français, puisqu'on est donc sur un site qui est le site de Bud Racing, où le motocross français 125, 250, 450 se retrouvent. Donc nos meilleurs crossman font du motocross de ce côté-là. Et le terrain est immense. Et le terrain est complètement réalisé par des gens qui sont des vrais professionnels du monde du motocross. Et du côté gauche, on a cette partie de flat track qu'on découvre, à la fois le côté flat track, mais en plus une clientèle de motos de caractère. Là, par exemple, on a un TT Yamaha avec une décoration YZ des années, on va dire, des années 80 ouais, avec ça, ce look de sticker blanc, le rappel. Après, on voit toute une multitude de machines. Ça, c'est pas la clientèle habituelle? Non. La clientèle, effectivement, c'est le motocross dans toute sa partie très élitiste. Mais on a du côté gauche toutes ces machines. Les wheels, quand ça s'est créé il y a 10 ans, parce que c'était le 10e anniversaire donc cette année, c'est des gens qui surfent et qui, pour surfer, ont besoin d'utiliser des machines pour aller sur des spots de surf justement. Et rien n'était figé sur une marque. On prenait un châssis, un moteur, une roue arrière, une roue avant, une fourche, un guidon. Et on faisait une préparation. Tous ces gens se sont inspirés de cette liberté de pouvoir se déplacer, et ce qui nous suscite chez nous l'intérêt, la liberté de la moto, c'est de pouvoir se déplacer partout et quand on veut. Donc on a des BMW, on a des Yamaha, Il y en a une Fantique. on a un Fantique avec une histoire Caballero qui était mon histoire quand j'avais 14 ans. Alors ça c'est la réplique. Hein. Ça c'est une réplique, donc beaucoup plus moderne. c'est beaucoup plus moderne. On a des BMW qui ont été modifiés, des Scramblers qui reprennent l'histoire de Steve McQueen. Tout à fait. Ah ça, les CB500 fours comme on disait à l'époque, ça c'est mythique aussi. C'est mythique. Et quand j'étais gamin, quand on voyait ces machines, on les reconnaissait par rapport au pot d'échappement. À la fin, il y avait un rétrécissement et on savait que c'était une 550 fours, enfin une 500 fours Honda. Donc, et puis, regarde Johan, juste à côté. Ah ça c'est une zéro ça. Ah, c'est une K0, c'est la grande histoire d'Honda dans les années 70. Donc, c'était pas une des fameuses faiseuses de veuves? Oh bah là, il y en a un paquet qui ont perdu leurs histoires. Ouais, en tout cas celle-là, elle est particulièrement bien restaurée. Bah là regarde, t'as carrément des jouets à taille humaine. Bah là, on a, je dirais, un mix de tout. On a un moteur Suzuki avec un réservoir de Yamaha qui devait certainement être une RD à l'époque. On a, je dirais, tout est modifié. Il n'y a rien d'origine. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ces couleurs. J'étais môme, mais je m'en souviens. Hein. Ah bah si. Alors, si toi tu étais môme, si ça te rappelle une histoire, moi ça m'en rappelle une grande.
puisque effectivement en 1975, Johan, ça ne vous rajeunit pas, j'étais apprenti mécanicien chez Arcueil Motor. Et chez Arcueil Motor, c'est le concessionnaire qui a préparé les BMW qui ont effectivement gagné le Dakar. D'accord. Ces fameuses BMW Le Point, pilotées par Hubert, et qui ont été présentées par Bernard Grenier de Menère, qui était le boss du magasin d'Arcueil Motor, où j'ai appris quasiment à 99% tout ce que je sais faire aujourd'hui. Bah écoute, en parlant des hommes, moi j'ai hâte de découvrir les pilotes de flat track, mais je vais t'abandonner 2 minutes. Ah, tu me laisses? Je reviens. Je vais faire un tour chez Indian Biarritz. D'accord. On va essayer la Challenger, on va rencontrer un peu tout le monde et puis je te retrouve sur le terrain directement. Très bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut Johan. Salut Jean-Jacques. Salut Johan. Merci pour l'accueil dans ta concession juste à côté de Biarritz. Eh bien écoute, avec grand plaisir. Comme tu vois, il fait beau ce week-end au Pays Basque. Ouais. On est très content de recevoir la belle semi-américaine de chez Indian avec 3 jours de roadshow donc, sur le 64 au Pays Basque. Alors justement, le roadshow, c'est pas que un camion, j'imagine. Et non, le roadshow, c'est pas qu'un camion, c'est toute la gamme de moto Indian qui Ouais. est à l'essai donc, pendant 3 jours. Donc les clients vont réserver leurs essais. Donc il y a une équipe qui va faire donc, un essai. Après nous, avec les filles au bureau, on va s'occuper des clients. Et puis donc voilà, pendant 3 jours, essai de toute la gamme des motos Indian et c'est vraiment super. Voilà. Alors tu parles des filles parce que je crois que c'est une concession familiale. Oui, alors donc on est une petite concession familiale, donc Mallory qui est à la vente, ma femme qui est à la vente et surtout au secrétariat, au bureau derrière, la patronne. À la Et gestion puis, du patron voilà, aussi. à la gestion de toute l'équipe. C'est quoi le type de clientèle? Elle vient d'où? À quel âge? Alors le type de clientèle, bon, on a un peu de tout. Avec les nouveaux modèles, les scouts, on a de plus en plus de femmes. Ouais. On a une clientèle de femmes de plus en plus importante. Après, la clientèle, 50 ans, sur les grosses, plutôt 50 ans, Chieftain, Roadmaster. Ça vient de tout azimut, de tout bord. On n'a pas de client type chez Indian. Ouais. Pour ça, c'est bien. Donc voilà. Vous avez une zone de chalandise jusqu'à Bordeaux au sud, j'imagine? Oui, alors non, pas tout à fait. Donc on part d'ici, on va à peu près jusqu'à Tarbes dans le 65. Et après, on va remonter dans les Landes jusqu'à Mont-de-Marsan à peu près. Et on tire un trait jusqu'à l'Atlantique. Donc c'est une Voilà. concession qui travaille pas mal. On travaille très bien, on est très très content. Ouais, on a un bon secteur, vraiment sympa, très belle concession. Ouais. Bah écoute, merci pour ton accueil. Moi j'ai rendez-vous avec le Big Boss, Pierre Audouin, qui est à l'intérieur de ta concession. Et on se retrouve tout à l'heure. Effectivement, le chef est là-bas. Merci. Salut Pierre, ça Salut, va? ça va. Bah écoute, c'est génial, vous avez du monde, vous avez un événement qui a été annulé, mais vous avez réussi à rebondir. C'est super sympa. Bah oui, déjà on est chez un concessionnaire qui est très dynamique. Je pense que la marque est dynamique également, beaucoup de nouveautés bien sûr, et puis beaucoup d'actualités autour Alors de la marque. justement, niveau actu, où on en est là chez Indian? Bah, on en est en fait cette année déjà une petite fierté. On est sur le podium des marques qui ont le plus progressé cette année, bien que ça a été une année compliquée pour tout qui le monde. continue à être compliquée forcément sur les dispos véhicules, etc. Mais on s'en sort pas trop mal. Et puis on a sorti notamment une nouvelle famille de produits dans la gamme qui est la gamme Chief. Voilà. Ah, ça c'est super bien étudié, tu m'attendais là pas par hasard. Exactement. Oui, la Chief, c'est un modèle qui était un modèle mythique que vous avez su renouveler, qui est beaucoup plus jeune dans l'esprit. Beaucoup plus jeune dans l'esprit, puis surtout un chaînon manquant, parce qu'on avait la gamme Scout, comme celle qui est ici, qui est la Bobber 20. Et ensuite, on avait la gamme en fait, des grosses motos, comme ici les Touring classiques. Les Touring classiques ou la Challenger. Mais en fait, il y avait un petit trou entre les deux. Et ce trou a été comblé par en fait, la gamme Chief qui utilise le moteur des grosses, donc
le fameux Thunderstroke et puis un tout nouveau châssis, une toute nouvelle plateforme. Indian Motorcycle est une famille, on essaye de s'occuper de nos clients du mieux qu'on peut. On ne vend pas qu'une moto, on vend un style de vie, on vend la vie qui va avec. Et il était important pour nous d'avoir un client qui commence forcément par la gamme Scout et ensuite qu'on va pouvoir accompagner peut-être dans toute sa vie de motard. C'est un petit peu le but du jeu. Alors justement, tu parlais des nouveautés, il y a la Challenger. Il y a la Challenger également. Donc moi j'ai envie d'aller l'essayer, voir ce que ça donne. Tu m'avais dit bagger sportif, j'ai hâte de voir ça parce qu'un bagger généralement c'est un peu pépère. Ouais, pas celui-là. Ok, et bah écoute, je vais voir ça tout de suite. Ça marche. Alors Pierre, je viens d'essayer cette Challenger Dark Horse, un vrai bagger comme on les aime aux États-Unis. Ce qui m'a marqué surtout, c'est le côté un peu vif et sportif qu'on a sur cette machine. C'était un peu le but de la moto, c'est-à-dire de faire quelque chose de différent. Pour nous, en fait, un produit comme la Challenger est fait pour attirer une clientèle qui vient aussi de marques japonaises ou européennes, donc avec un niveau de technologie quand même important. C'est pour ça que cette moto comporte la dernière génération des centrales inertielles Bosch à 7 voies. En termes de sécurité et de sportivité. Oui, c'est ce qu'on retrouve sur les sportifs généralement, avec des anti-wheeling, des ABS de courbe, etc. Et là, on a tout ça, mais sur un custom. Exactement, et voilà, ça c'est de la technologie qu'on a exploitée en premier sur la FTR, qui maintenant est équipée sur ce genre de moto. C'est fou ça. Ça me rappelle un petit peu l'esprit sportif qu'on a en ce moment. Il y a une compétition aux États-Unis qui fait un peu grand bruit. C'est ça s'appelle le King of Bagger. Il y a eu juste une épreuve l'année passée et le succès a été tel en nombre de vues sur YouTube en fait que Lama a décidé d'en faire un championnat. Et donc cette année il y a 5 épreuves à ce championnat et c'est un peu Harley Davidson Road Glide contre Indian Challenger, donc c'est marrant quoi. Et c'est vrai que cette moto là a quelques, on va dire pour ce genre de moto a quand même un certain niveau de sportivité, ne serait-ce que par la puissance moteur. On est quand même à 124 chevaux. Oui, donc voilà, un gros V-twin. Ouais, exactement. C'est assez coupleux, c'est très coupleux en bas. Ouais. Alors, au niveau des ressentis, ça reste quand même hyper confort. On sent que c'est une machine qui est quand même faite pour voyager aussi. Bien sûr. Et on a aussi cette sensation, comme je disais, de vivacité, parce qu'en commuter, ça peut être très intéressant aussi. Complètement, oui. Je pense. La tenue de route aussi a été très travaillée, la rigidité du châssis, les suspensions, donc la fourche inversée avant. Ouais. À l'arrière, on travaille sur les suspensions avec Fox, qui est un spécialiste du tout-terrain, qui fait pour nous toute l'ingénierie sur les suspensions des véhicules tout-terrain. Et en fait, la quasi-totalité de nos motos maintenant, les suspensions sont designées par Fox, donc c'est une vraie garantie d'avoir quelque chose de très efficace, avec des débattements importants. Voilà. Alors sportif, mais quand même bien axé sur le confort aussi. Moi, j'étais hyper bien assis pour un grand, c'est quand même assez rare sur ce genre de moto. On a les commandes très bien en main, c'est très facile à manier. Et on a quand même pas mal d'accessoires, de confort. On a un écran qui est tactile. Oui, tout à fait. Ouais. Non, c'est vrai que… Démarrage sans clé, bien sûr. Oui, démarrage sans clé, transpondeur, des éléments de confort importants. La bulle électrique, forcément, qui est quand même quelque chose maintenant qui est connu chez nous. Mais simple coup, qui est très… Exactement. Et ça c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'être ou le nez au vent ou moins. Voilà, et également le fameux système Ride Command que l'on a sur déjà les Roadmaster, une partie de la gamme, qui va donner énormément d'indications forcément sur la conduite, sur l'état moteur, sur les modes de conduite, qui est tactile, avec un système GPS que l'on peut pincher avec les… on peut zoomer sur le GPS carrément. Également avec les gants, on peut le faire soit effectivement avec au Komodo ou directement sur l'écran. Directement sur l'écran. Donc ça c'est… il y a vraiment quelque chose de très moderne. Le système également de la musique est vraiment de très bonne qualité. Aussi ça c'est cool. Donc il y a aussi toute la sono, ça c'est hyper important à l'heure actuelle pour des gens qui aiment le bagger et le touring. Tout à fait. La sono, le téléphone, un système en fait qui prend
il y a 5 voies de connexion, c'est-à-dire il y a l'Apple CarPlay bien Ouais. sûr, mais pour en fait caler plusieurs oreillettes, on peut en fait connecter en Bluetooth 5 appareils différents sur le système. Donc D'accord. voilà, et il est très facile à servir. Voilà, après on peut customiser son tableau de bord en fonction des données qu'on veut aller chercher, que ce soit des données techniques, moteurs, la pression des pneumatiques. Oui, c'est ce que j'ai vu, il y a un témoin Ouais. de pression de pneus, il y a Exactement. tout Exactement. l'équipement pour la, Ouais. la sécurité, le confort et la sportivité finalement. Voilà, exactement. Les modes de conduite, le mode pluie, le mode standard, le mode sport, en fonction de Alors, la mode sport, conduite. je l'ai essayé, il y a quand même une grosse réponse à Ouais, il y a une l'accélérateur. réponse, Ça très tombe nette. pas à ça d'une machine qui pèse combien? Ah, la machine, elle pèse 380 kg, Eh ben, on quelque chose s'en comme rend pas ça. compte, hein. Non, on s'en rend pas Au compte. ralenti, à l'arrêt, comme d'habitude, Ouais. mais dès qu'on met un petit peu de gaz, Ce qui est intéressant sur ce genre de moto, c'est que forcément ce sont des motos lourdes, mais le plus important, c'est où est-ce qu'est placé le poids réellement. c'est ça. Et le poids est placé bas, le moteur est quasi suspendu, Ouais. avec un axe de Villebrequin qui est en dessous de l'axe des roues, donc la moto est immédiatement stable. Dès les premiers tours de roue, C'est ça, on l'effet le sent. gyroscopique fait qu'en fait, hop, la moto est stable. On n'a pas du tout cet effet bagueur qui pourrait emmener à droite ou à Ouais, gauche dès qu'on roule un peu. exactement. Exactement. Voilà, l'aérodynamisme très travaillé aussi, le carénage fixe en fait sur le châssis qui va donner énormément de stabilité à haute vitesse, même si on Ouais, se on doit l'a de... senti en roulant, on n'a aucune résistance au vent, on est vraiment bien protégé, même Ouais, pour les complètement. grands. Donc ça c'est important. Ouais. Et du coup je me posais la question, parce que là on a un look Dark Horse, donc un peu rebelle Ouais. dans l'esprit. Il y a une version un peu plus cossue je crois. qui s'appelle la Limited. Mhm. Donc la Limited, forcément plus de chrome, peinture métallisée, 2-3 accessoires de confort supplémentaires comme les highway bars sur le côté. Voilà, et c'est après au choix en fait, on va dire que voilà, la Dark Horse c'est un petit peu plus dans les courants actuels, voilà, un petit peu plus peut-être moderne, et la Limited un petit peu plus classique. Bah écoute Pierre, merci pour toutes ces précisions. De J'étais rien, très avec heureux d'essayer plaisir. cette machine. Et puis bah écoute, longue vie à la Challenger. hein. Ok, super. Bon, alors, c'est la journée des surprises, on a énormément de chance. On a une artiste qui est juste là, Noémie. Salut Noémie, Salut, ça va? ouais ça va et toi? Bah écoute, je pensais pas te voir là. Je découvre qu'en fait, tu travailles un peu avec Indian. Ouais exactement, je suis ambassadrice de la marque depuis plus d'1 an. Donc, D'accord. Ça je consiste suis- en quoi? Je représente la marque, voilà, j'assiste à tous leurs événements, je roule forcément voilà, sur une Indian, j'en suis plus que ravie et je suis hyper contente de travailler avec eux. Donc, tu roules tous les jours sur quel modèle toi? Sur une Indian Scoot, j'ai changé là récemment, donc je suis contente d'avoir un nouveau modèle et de pouvoir voilà, rouler et essayer justement cette nouvelle moto. Donc toi, tu as quand même la fibre artistique si je ne me trompe pas. Tout à fait. Je suis illustratrice dans le milieu du sport mécanique, notamment dans le milieu de la moto et de la voiture. Et voilà, ça fait 3 ans que je fais ça et je vis, on va dire, de ma passion. Donc le fait que je sois motarde et qu'en plus je dessine des motos tous les jours. Donc voilà. C'est super. Ouais. Tu as un pseudo je crois. Ouais, Gasoline Mab. Gasoline Mab sur Instagram, Internet, Facebook. Tout. Voilà, si vous voulez jeter un œil à son travail, c'est magnifique. C'est fait au feutre je crois. Ouais, feutre, crayon de couleur et Posca. Eh ben bravo. Et puis on se Merci. retrouve sur les routes alors. Ouais, pas de souci. Je suis maintenant avec Alain, un très heureux possesseur de Chieftain. Salut Alain. Salut Johan. Je vois que tu es venu essayer quelques modèles. Ah oui, je suis venu spécialement voir la Challenger. Un modèle qui n'a pas vraiment de rapport avec celle que tu as Non, maintenant. pas du tout, mais c'est bien de comparer et je vais voir ça cet après-midi. Alors je te parle de ta Chieftain parce que c'est pas un modèle anodin. Tu as fait quand même quelques kilomètres avec. Ah ben oui, là j'en suis à 204 000 km aujourd'hui. 204 000 Eh km. oui, Depuis quelle année? mi-2014. 2014. Et sans problème mécanique, hein, bien sûr. Quelques pièces d'usure, sinon aucun souci mécanique. Donc j'imagine que pour faire autant de kilomètres, tu n'as pas fait que des trajets domicile-travail. Ah certainement pas, non. J'ai quand même fait toute l'Europe du Nord, le Cap Ouais. Nord, l'Espagne, le Portugal, on a fait pas mal de choses. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus sur cette machine? Ah, elle me va bien, je suis très bien assis dessus et le comportement moteur, c'est ce que je recherche depuis toujours. Tu me parlais du moteur parce que je crois que tu as les échappements d'origine de l'époque. Ouais, elle a été livrée à l'époque avec les échappements Indian, qui malheureusement tu ne trouves plus aujourd'hui en France, quoi. Au niveau performance, c'est comment?
Ah, pour moi, ça va très bien. Tu fais pas du 200, bien sûr. Ouais. Mais en croisière, c'est super. Tu as du couple à bas régime. En montagne, c'est fabuleux. Ouais. Et une excellente voyageuse. J'ai remarqué que tu étais en solo par contre. Hein. Toujours en Toi, solo. t'aimes pas voyager Non, accompagné? toujours en solo. Et bagages, et voilà. Eh ben, écoute, je te souhaite bien du plaisir avec cette, on peut l'appeler mamie, Ah oui, c'est une des mamies. Oui, oui. avec cette mamie. Et je crois que c'est la plus kilométrée en Europe. Eh ben, écoute, D'après bravo. ce qu'elle vient de me dire. Et je pense ramener ça à 300 000. Eh ben, écoute, rendez-vous à 300 000 km alors. Exactement, Johan. Merci Ciao. beaucoup Alain. Merci. Alors cette FTR, c'était comment? Assez impressionnant dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que à basse vitesse, prise en main hyper facile, même si elle est haute, franchement c'est assez impressionnant. Et après, dès qu'on ouvre la poignée, par contre, ça marche. arrache. Ça arrache. C'est ça. Dès qu'on sort, elle met vachement en confiance. Toi qui roules plutôt en italienne, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve qu'on retrouve bien le caractère intéressant des motos différentes, quoi, parce que j'aime moi en moto. Mais elle est plus facile, je trouve, que mon actuelle. Bah écoute, hein, tu vas pouvoir aller signer, les chèques sont là. D'accord, mais je vais peut-être en parler à mon banquier avant. Ok. Merci beaucoup. Alors cette Chief, nouveau modèle, c'était sympa? Très très agréable. Une moto très maniable, très légère à conduire, grosse reprise, beaucoup de couple. Un vrai plaisir. Toi tu roules sur quoi d'habitude? Harley. Harley? Ouais. Attention. Et alors, qu'est-ce que t'en penses de celle-là? C'est autre chose. C'est autre chose, c'est beaucoup plus moderne, beaucoup plus équilibré. C'est un autre plaisir, d'autres sensations. Eh ben écoute, profite. Merci. alors c'était comment cet essai sur ce modèle un peu mastoc? Alors justement impressionnant pour moi parce que j'ai pas du tout l'habitude de fonctionner avec des motos comme ça, bien assis, très haut. J'ai trouvé ça difficile au départ, la prise en main difficile. Par contre après c'est magnifique quoi. Ouais. La position de conduite, moi je roule sur une FTR, donc comme ça pour faire de la longue route pas facile. Là j'ai l'impression que je peux aller au bout du monde avec ça. Attends, avant d'aller au bout du monde, on va demander à la passagère. J'allais dire exactement la même chose que lui, c'est que assis sur la FTR et là-dessus, mais moi je fais le monde entier avec ça. C'est d'un confort absolu. Tu garderas la moto, tu changeras peut-être de pilote en route quoi. Je sais pas, en tout cas la moto je crois que je l'aurai adoptée. Ouais. Surtout que j'aime bien les bobbers, c'est une place. Alors. J'ai passé le permis. Donc toi tu as essayé la Scoot. Tout à fait. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était très sympa. Ça me change beaucoup de ma moto habituelle. C'est une Ducati Monster 796. Mais s'il faut avoir une deuxième moto, ça serait plus dans ce genre-là. Qu'est-ce qui te plaît sur cette machine? C'est le look. Voilà, quelque chose qui est un peu custom. Et la manière de fonctionner aussi dans le couple comme ça, j'aime bien. Voilà, c'est un peu chill quoi, comme manière de conduire, c'est plus sympa. Bon bah tu signes alors. Voilà. Un jour, j'espère. Bah Jean-Jacques, merci pour cet accueil chaleureux dans le Pays Basque. On est très heureux d'avoir vu ta concession. Le roadshow, c'est formidable. Ben écoute, merci à vous et je suis très content de vous recevoir et puis au plaisir de vous revoir très vite. Eh ben, écoute, un grand merci. En tout le cas. message est passé et à tous ceux qui aiment les Indian, passez chez Indian Biarritz. L'accueil est juste parfait. C'est super. Merci beaucoup encore. Merci. On commence bien par les vintage C. First vintage C, then vintage B, then vintage I. A. And then it will be rookie B, rookie A, time, Tu viens d'arriver aux Wheels? Ouais, c'est ça. T'es venu par la route? Voilà. D'accord. Et la particularité, c'est que t'es plein d'histoires sur toi. Et en plus, tu as une histoire carrément accrochée sur ton deux roues. Tu peux nous en dire un petit peu sur la préparation et d'où vient l'esprit de tout ça quoi? Bah, c'est une moto que j'ai préparée il y a 2 ans avec pas mal de custom, de customisation. D'accord. Quand tu l'achètes, j'imagine bien qu'elle n'est pas comme ça. Non. Donc effectivement, toi, tu la transformes. Et pourquoi tu la transformes à la base? C'est quoi l'esprit de la transformer chez toi? Bah, en fait, à la base, c'est un Honda Cube, donc ça n'a pas vraiment cette gueule-là. Et après, moi, j'ai toujours voulu un peu quelque chose d'unique.
Donc c'est pour ça qu'après je l'ai customisé. Le côté original. Voilà, un peu. Alors je vois que tu as un beau bidon Goodwood. Ouais. Tu en connais sa provenance, il y a une particularité à ce bidon, pourquoi le motule? Premièrement, j'ai beaucoup aimé l'esthétique. Après, évidemment, j'ai utilisé aussi l'huile motule qui est vendue avec, mais c'est aussi pour l'esthétique du bidon que je trouvais sympathique et que j'utilise d'ailleurs maintenant en réserve d'essence. D'accord. Finalement, il a aussi une utilité esthétique et aussi Alors, réserve d'essence. Tu sais que ce bidon, il a été réalisé en série limitée pour la grande opération de Goodwood en Angleterre. Ouais, c'est ça. Et il y a une seule série qui a été faite, dont tu en es le propriétaire dans des bidons. C'est ça aussi qui me faisait plaisir. Qui t'a fait plaisir. Voilà, bah, écoute, je vois que tu as les lunettes qui vont bien, le look qui va bien. Et puis, plein de liberté à toi. Merci à vous. Je t'en prie. Bonne journée. Passez une bonne journée. À Merci. bientôt. Alors le flat track, c'est quoi exactement? J'ai bien compris qu'il y avait un cercle parce qu'on a la même ligne de départ comme d'arrivée. Oui. Mais pour le reste, il doit bien y avoir des règles un peu plus précises. Les règles, c'est effectivement, il n'y a pas d'obstacle. On tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on fait un certain nombre de tours. 3, 4 tours pour déterminer un peu le vainqueur. Le but, c'est le phénomène de la glisse. Glisser, tout le temps glisser. Donc la piste, souvent, c'est plutôt ovale. Quelquefois un peu plus qu'ovale en fonction des distances. Aux États-Unis, ils ont plusieurs types de pistes. Là, on est sur une piste de terre battue avec un peu courte pour avoir des machines un peu cylindrées, un peu performantes. Et parce qu'il y a plusieurs cylindrées, il y a plusieurs catégories. Et effectivement, celle qui fait la gloire un petit peu d'aujourd'hui, c'est qu'Indian est très investi. Il y a le Hooligan qui est un championnat qui a lieu aux États-Unis. En France, c'est une des marques qui bosse le plus dans ce système de glisse. Qui communique là-dessus. Qui communique le plus dessus. Et comme les wheels ont cette sensation de glisse, que ce soit le surf, que ce soit le skate et la moto, il ne pouvait y avoir au wheel. C'était naturel d'avoir du flat track. Alors on parle de glisse parce que j'ai bien remarqué qu'il n'y a pas de frein avant sur une moto de flat track. Souvent, quand on a fait il y a quelques semaines l'émission sur le speedway ensemble, c'est dérivé de ça. Eh bien, on est dans le dérivé. On est sur des machines qui sont souvent prises du commerce et qui sont aménagées pour glisser. Alors, contrairement au speedway où effectivement les machines sont faites pour tourner effectivement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, avec un châssis et une partie qui permet de le faire. Là, on est relativement limité avec les machines de série, puisqu'effectivement, on met des petits trous, donc on rabaisse le centre de gravité, et on rabaisse les repose-pieds, toute cette partie. On a toujours la steel shoes pour voilà, poser on a toujours cette chaussure qui permet de glisser, mais on n'a pas les mêmes angles qu'on pourrait avoir avec des motos qui sont vraiment faites pour glisser. Disons que là, c'est le pilotage qui fait toute la différence. On a le pilotage. Les crossman s'y retrouvent beaucoup, les pilotes d'off-road s'y retrouvent, beaucoup de pilotes de vitesse aussi se retrouvent dans les machines entre le flat track, super motard. Ils ont besoin de ces sensations de glisse. On connaît des pilotes qui font beaucoup de flat track. Orange de Rossi par exemple, il y a toujours une compétition entre les pilotes. On est toujours sur des pistes sans obstacle où la sensation du contrôle, du freinage et du départ de la glisse, ça prend vraiment tout son sens. C'est de la glisse pure. Voilà. Le flat track, c'est ce dérivé qui amène sur des disciplines speedway, short track, dirt track. Et le flat track, c'est un peu à cheval un peu entre tout ça. Eh ben, je vois que tu es une mine d'informations. Je vais justement profiter que tu es là pour faire les 3 questions. Bonjour. À quoi correspondent les chiffres sur les bidons d'huile, s'il vous plaît? Merci. Ah oui, tiens, sur les bidons, les 5W40, il y a le W déjà et les 2 chiffres. Ça correspond à quoi? Souvent, les gens se posent toujours cette question de savoir effectivement ce qu'il peut y avoir de marqué sur les bidons. Le W, Winter, donc cette signification qui permet d'avoir le premier chiffre, qui est un chiffre qui permet d'avoir le film d'huile, son épaisseur qui est toujours mesurée à froid, moins 30, moins 40 degrés. On mesure le point d'écoulement et ça détermine, un peu plus complexe que ça, mais en gros, c'est ce qui va servir à déterminer ce premier grade. Plus il sera petit, plus l'huile elle sera fluide. D'accord. Donc souvent les gens secouent le bidon un petit peu.
Plus le chiffre est petit, plus c'est fluide. Le W de Winter. Et le chiffre qui est après, c'est le chiffre qui mesure l'épaisseur du film d'huile à 100 degrés. Plus ce chiffre est important, plus le film d'huile à chaud est épais. Donc, si vous avez, et ce qu'il faut éviter au maximum, c'est une 5W avec un gros chiffre derrière. Il faut avoir des viscosités, d'où cette expression de la viscosité. Des chiffres qui soient le plus près possible l'un de l'autre. Il est très bien d'avoir une 5 ou 10 W 20 ou 30, ou 10 ou 15 W 30 ou 40, mais pas avoir des chiffres de plage de viscosité. 5,46, on la retrouve beaucoup sur l'aspect du off-road, donc le 5W40, mais par contre, essayez toujours de garder, on a souvent les motos japonaises avec du 10W40, Honda travaille beaucoup sur les économies d'énergie, on est plutôt sur des grades de viscosité 10W30, et ça c'est une question d'architecture moteur. L'intérieur, le circuit de graissage est adapté à un grade de viscosité à chaud de 30W par rapport à Honda. Yamaha c'est plus 40, Kawasaki, Suzuki plus 40. Et vous avez les motos européennes qui sont un petit peu plus, les bicylindres, les moteurs en V sont plutôt sur des 15 W50 ou 10 maximum W50. Super, c'est beaucoup plus fluide, sans mauvais jeu de mots. Oui. Et tout de suite, on passe à la deuxième question. Bonjour, je me demandais à quoi ça servait de faire une vidange. Merci beaucoup. Oui, parce qu'il n'y a pas que le kilométrage en fait qui indique qu'on doit faire une vidange dans un moteur. Bien sûr. Aujourd'hui, les constructeurs ont toujours ce côté technique, mais aussi marketing. On demande aux gens de vidanger tous les 10, 12, 13 000 km. Oui, tout dépend de l'utilisation qu'on peut en avoir. Et effectivement, si vous prenez quelqu'un qui passe beaucoup de temps à faire des choses un peu sauvages avec sa machine, il lui sera certainement conseillé à la fois de vidanger un petit peu plus souvent, parce qu'il sollicitera l'huile dans des conditions d'utilisation qui sont toujours un peu extrêmes. Mais c'est vrai que vidanger une huile dans un moteur, sa fonction de lubrifier, mais aussi de nettoyer. N'ayez pas peur de regarder un hublot sur votre moto. Si le hublot est sale et noir, c'est qu'effectivement l'huile a son rôle de nettoyant dans le moteur. Il ne faut pas hésiter à vidanger. Ok, il y a la vidange que le constructeur conseille, qui sont liées, c'est à celui qui vendra Gérald plus tard. Mais même si le véhicule ne roule pas, il faut faire une vidange. Si le véhicule ne roule pas à un moment, effectivement, il faut vidanger. Vous savez, l'ennemi numéro 1 de l'huile, c'est l'eau. Donc dans la conception et la réalisation d'un lubrifiant, il y a les additifs qui effectivement combattent ce qu'on appelle les additifs, l'anticorrosion, ça c'est sûr. Mais ne restons pas, je dirais, avec une machine sans roulage pendant 2 ans dans un garage. À un moment, sont des relations qu'on a qui sont assez étroites avec notre moto. Donc ce n'est pas les 2,5 litres ou 3 litres qu'il peut y avoir dans ce type de machine et qui vont effondrer le compte en banque de son consommateur. Et qui vont permettre à terme d'avoir un moteur qui tient plus longtemps. Et qui de toute façon ne seront que du bonheur pour sa mécanique et pour son utilisation sur le long terme. Eh bien merci, et tout de suite on passe à la troisième question. Salut, on voit de plus en plus d'huile 100% synthèse, mais c'est pour quel type de moto? Merci. Ah oui, tiens, la synthèse, on en parle souvent, ça correspond à quoi? Le mot synthèse veut dire plusieurs choses pour nous, les marchands et fabricants d'huile. Vous avez les gens qui fabriquent de l'huile de synthèse, et puis il y a les gens qui fabriquent de l'huile à base de synthèse. Et puis de toute façon, tout ça, c'est quand même une base de synthèse. C'est une synthèse d'une multitude de choses. Alors le lubrifiant, c'est minéral, après c'est semi-synthétique, alors c'est pas 50% et 50%. Un lubrifiant, c'est 70% de produits pétroliers, 30% d'additifs. Quoi qu'il arrive, dans sa réalisation. Et les produits de synthèse sont, comme son nom l'indique, mais toujours, vous avez des gens qui fabriquent des synthèses à base de croisements moléculaires et puis de la chimie. Mais en principe, la partie une huile de synthèse, c'est qu'on n'utilise pas d'énergie fossile. Et on utilise effectivement des additifs, ce qui est le cas de Motul pour ses huiles 100% synthèse, en tout cas pour 90% de ses réalisations dans ce domaine. Le synthétique, il a une destination souvent dans les utilisations, quelqu'un qui va avoir une machine qui fait beaucoup de kilomètres,
quelqu'un qui va utiliser sa machine, la compétition par exemple, quelqu'un qui utilise sa machine et qui a une tendance effectivement toujours à être un peu dans les extrêmes. Et sur régime. Et sur régime. Les moteurs qui chauffent quoi. Les moteurs qui chauffent. On sait qu'à un moment, là où ça consomme, c'est les gens qui roulent très vite. Et quand un moteur est à plein régime, il consomme beaucoup plus que d'être forcément à l'arrêt. Mais c'est souvent destiné à des gens qui ont une utilisation au-delà de la normale. Alors, souvent, des gens qui achètent des motos pas très chères vont se retrouver devant un achat de lubrifiant pour leur moto pas très cher, plus cher que pour leur grosse voiture qui coûte très cher. L'utilisation n'est pas du tout le même. La moto, on a la boîte de vitesse, l'embrayage, le moteur. Tout est lubrifié. Tout est lubrifié, tout est l'utilisation qu'on a. Il suffit de regarder de quelle manière on utilise sa moto par rapport à une voiture. Première en voiture, la deuxième, tranquillement. Alors qu'une moto, on la sollicite au quotidien. Et le fait qu'on la sollicite au quotidien, elle a besoin au quotidien d'avoir un bon lubrifiant. Eh ben, merci pour cette parfaite synthèse, Pascal. Oh, écoutez. Et tout de suite, on passe à la suite. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un élément crucial de votre casque Shoei, les sangles jugulaires. C'est cet élément qui permet de retenir votre casque en cas de chute. Il est fixé à la coque à l'aide d'un rivet. Il est soumis à des tests d'homologation très stricts de déchaussement, de résistance et d'usure. Chez Shoei, nous avons deux types de sangles jugulaires. La sangle double D qui équipe nos modèles sportifs et néo-rétro et la sangle micrométrique qui équipe nos casques touring. Voyons tout d'abord la sangle jugulaire double D. C'est historiquement la sangle la plus ancienne et elle est toujours appréciée par de nombreux motards. De par son matériau, la sangle double D est extrêmement souple et s'adapte à toutes les morphologies. De plus, elle peut être réglée au millimètre près. L'inconvénient que peut avoir une sangle double D est qu'elle requiert un léger apprentissage pour pouvoir la manier rapidement. Elle est également difficile à manipuler avec des gants d'hiver. Il faudra donc généralement attacher votre sangle jugulaire avant d'enfiler vos gants. Voyons comment utiliser une sangle double D. Il va d'abord falloir passer la sangle entre les deux anneaux, puis la retourner pour la repasser uniquement dans le plus grand des anneaux. Une fois avoir obtenu l'ajustement désiré, on va rabattre la sangle jusqu'à la base des deux anneaux, où un clip vous permettra de la maintenir en place. Passons maintenant au deuxième type de sangle jugulaire que l'on appelle la boucle micrométrique. Le principal avantage de cette boucle est qu'elle est extrêmement facile à ouvrir et à fermer, même avec des gants d'hiver. Elle dispose de 5 crans de pré-réglage. Elle est conçue en acier inoxydable et est faite pour résister à des pressions extrêmes, même en cas de choc très violent. La boucle micrométrique est toutefois plus volumineuse qu'une sangle double D, et certains d'entre vous pourraient être gênés par son positionnement. Il est donc très important d'essayer le casque en magasin, micrométrique fermé, et de vérifier que cette dernière ne gêne pas vos mouvements de tête avant l'achat. Vous aurez également parfois besoin de régler la longueur de la sangle si celle d'origine ne vous convient pas. Pour régler la longueur de votre boucle micrométrique, nous allons commencer par retirer le caoutchouc de protection de la partie mâle. Une fois cette protection retirée, l'opération va consister à déplacer l'extrémité de la sangle située à côté de l'anneau métallique vers l'avant de la sangle si on veut l'agrandir ou vers la base de la sangle si on veut la raccourcir. Attention de bien déplacer l'extrémité de la sangle et pas uniquement l'anneau métallique. Pour allonger la sangle, nous allons positionner la partie mâle de la boucle un peu plus haut et nous allons ensuite faire coulisser la sangle autour de l'anneau, plus précisément la partie supérieure, jusqu'à ce que la fermeture micrométrique soit à nouveau bien centrée. Nous allons répéter l'opération autant de fois que nécessaire pour obtenir la bonne longueur de sangle. Et une fois obtenu, nous allons remettre le caoutchouc de protection, ce qui bloquera la sangle. La dernière étape consistera à faire coulisser l'anneau métallique jusqu'à l'extrémité de la sangle pour verrouiller définitivement le réglage et éviter que le reste de la sangle ne vienne taper votre cou. Pour raccourcir la sangle, nous allons procéder de la même manière, mais en positionnant cette fois la partie mâle un peu plus bas. On fait ensuite coulisser la partie supérieure de la sangle autour de l'anneau métallique et on répète l'opération jusqu'à l'obtention de la longueur désirée. Une fois que la sangle est réglée, nous allons remettre notre protection caoutchouc et enfin, nous allons repositionner l'anneau métallique au plus près de l'extrémité de la sangle pour finaliser le réglage. Sachez enfin que si vous le désirez, vous pouvez remplacer la sangle micrométrique de votre casque par une sangle double D pour certains modèles, à savoir le Neotech 1 et 2 et le GTR 1 et 2. Pour cela, il vous suffit de retourner votre casque chez votre revendeur Shoei qui contactera notre service après-vente. Le coût de l'opération est de 80 € TTC et l'intervention est généralement faite sous 48 heures. Et voilà, vous savez désormais tout sur les sangles jugulaires de votre casque Shoei.
Pour toute recherche de pièces ou d'accessoires, rendez-vous sur le www.shoei-myshop.com. Je vous souhaite une bonne route en Shoei et vous dis à très bientôt. Alors là, on a un magnifique knucklehead. Salut Cham. Non, c'est pas un knucklehead. Ah, dis-moi alors. Le knucklehead, il est juste là-bas derrière. Ok. Là-bas, c'est le knucklehead. Ça là, c'est un c'est un ULH de 1937, comme sur la pancarte. Donc c'est une cylindrée 1340. Donc belle bécane, quoi. Je me suis trompé parce que c'est pas ta machine en fait. Non, c'est la machine de mon préparateur. C'est celle de François Crèche. C'est celui qui a créé Mystique Mécanique, qui est basé dans le sud de la France, dans la presqu'île de Giant. D'accord. Donc lui, il fait de la customisation, mais il intervient que sur des vieilles Harley. Il est très pointu, il choisit ses bécanes. Donc comme tu peux le voir, elle est patinée, elle est géniale. Elle est magnifique. Ouais. Toi, c'était ta première expérience? Ah ouais, c'était ma première expérience sur le flat. Et le flat race, et j'ai commencé sur cette bécane direct pour ma première course. Donc un peu les chuchotes quand même. Ouais, c'est un peu lourd peut-être. Ouais, c'est lourd, il y a de la patate, après il y a le passage de vitesse à la main, le jockey shift. Les fameuses commandes suicide. Ah, commande suicide, bah, ça porte bien son nom. Ça porte bien son nom. Ça porte bien son nom. Donc je commence direct avec le monstre, donc ça va quoi. Et donc toi, ta moto, elle est là-bas. Qu'est-ce qu'il y a eu de fait dessus? Sur ma moto, c'est un Knucklehead, c'est un EL38 des années 1938. Comme tu peux le voir, François, il a intervenu au niveau de l'esthétique, donc tout ce qui est patine, ancienne, il prend que des pièces d'origine et il fait des pièces homemade, fait maison. Donc tu vois, le laiton usiné, il usine les pièces lui-même à la main dans son atelier. Et donc je lui ai fait changer l'esthétique avec le wheel cover à l'arrière, l'enjoliveur de roue patiné comme tu as vu, les sorties d'échappement, les bagues de poignée, toute l'esthétique de son univers, quoi. D'accord. Et vous êtes connu comment? Il a fait Eurexpo il y a 2 ans. Je l'ai rencontré sur le salon Eurexpo. Et je voulais prendre une Harley. Et la première Harley sur laquelle j'ai commencé... T'as commencé fort quand même. J'ai commencé direct sur un knuckle. Pour ma première course de flat, je commence dessus direct aussi. Donc je grille les étapes un peu. Donc, écoute, c'est une super expérience. Ouais, on commence direct dans le plus dur. Donc je me dis, si j'arrive à faire du flat avec ça, les prochaines courses de flat, je vais être Donc bien, tu vas continuer? Ouais, je vais continuer. Ça m'a donné le virus là. C'est génial. On est au Wheels and Waves, ça c'est sûr, mais je vois qu'il y a du Motul un peu partout. Tu peux nous expliquer la relation? On a toujours été proche des histoires et des histoires de caractère. Et Motul est une marque de caractère. Et les Wheels, c'est une discipline de gens où les gens s'expriment à travers leur préparation, la manière dont ils pratiquent la moto, la manière dont ils vont pratiquer le flat track ou tout ce qu'ils vont faire. C'est toujours fait avec un trait de caractère. Après, c'est quand même très éloigné de votre univers. Qu'est-ce que ça peut représenter pour le public, ça, l'image de Motul avec les Wheels and Waves? C'est une clientèle qui ne s'intéresse pas du tout forcément aux marques de lubrifiants, alors son contenu et au-delà. Nous, par contre, ce qui nous intéresse, c'est le trait de caractère de ces gens, leur philosophie, cette joie et cette sensation de liberté qu'on retrouve avec la glisse, avec le surf, avec le skate, avec la moto, la manière dont ils préparent leur machine. Ils n'ont pas de patrimoine de marque. Ils n'appartiennent à aucun constructeur. Ils ont des réservoirs de Honda, des moteurs de BMW, des garde-boue de Yamaha et des fourches de Suzuki. Ils n'ont pas du tout d'appartenance. Ils n'appartiennent pas à un constructeur, sauf qu'effectivement, à un moment, on est tous basés sur cette liberté, cette passion, cette émotion que suscite la moto. Et effectivement, ça nous intéresse. Ça intéresse tous les professionnels. Toutes les philosophies d'utilisation intéressent les professionnels. Et nous, on est marqué avec les Wheels and Waves en France et même au-delà. Moi, j'ai fait avec
toute l'équipe de Jérôme Cayucos en Californie. Et bien ici, à Magescq, on a un peu cette ambiance, ce sable un peu californien, ces pins, ce côté, il manque plus que la plage, qui n'est pas très loin malgré tout, et on est en plein dedans, quoi. Jérôme, les Wheels and Waves, bon il nous manque un peu d'eau, mais tu nous as quand même préparé quelque chose de sympa. On en parlait il y a quelques minutes, on retrouve une ambiance, on retrouve des gens, des âmes. Et toi t'en es où? Ton cœur il est comment? Pour moi finalement dans la problématique qu'on rencontre aujourd'hui, la difficulté de faire exister notre petit monde, l'essentiel c'était de retrouver l'âme de Wheels and Waves, celle du début, se retrouver en famille, avec les bonnes personnes, dans un endroit absolument magique. Et donc on a préparé cette piste qui va devenir vraiment un spot d'exception. Voilà, donc non, on est super heureux. Alors on a eu ce contexte délicat, on est resté pendant de nombreux mois ensemble à se poser la question. On a suivi ton inquiétude pendant tous ces mois. Il faut quand même savoir que les Wheels ont été annulés quasiment de dernière minute par certainement une administration pas trop au courant de la passion et de l'émotion que suscitent les pratiques que l'on peut avoir dans le monde du 2-roues. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans cet univers avec la partie sportive des Wheels, la partie glisse 2-roues des Wheels, moi qui suis passionné de ce que tu fais, de ce que vous faites depuis de nombreuses années, j'ai l'impression que c'est une réussite. Alors est-ce que c'est que la mienne ou est-ce que c'est une impression commune? Alors au moment où on parle, c'est vrai que je suis vraiment heureux du résultat. Je reviens juste sur le début de ton intervention. L'aspect sémantique est très important, c'est-à-dire que l'événement a été interdit. Donc il y a quelque chose de très violent. Et quand on parle de passion, on parle avec le cœur. Et c'est vrai qu'on a vécu ça avec une violence absolue. Et je crois qu'on l'avait abordé tous les deux, mais il fallait absolument, comme je disais, profiter, rebondir de ce désastre, de ce cauchemar, pour revenir à notre âme du début. Et voilà. Et finalement, ce format qui semble plus petit mais beaucoup plus, je dirais, qualitatif, nous redonne vraiment une énergie folle pour continuer. Écoute, moi je vois qu'on est dans un univers où on a un peu de sable, des pins, on a vraiment l'impression d'être même de l'autre côté de l'Atlantique. La mer n'est pas très très loin non plus. Et comme tu le disais, on l'évoque souvent ensemble, la moto c'est un monde de liberté. Les Wheels c'est un univers de liberté avec le surf, avec le skate et la moto. Les spots de surf ont souvent été trouvés et pratiqués parce que la moto elle a permis d'y accéder. Merci aux Wheels d'exister et merci aux Wheels d'exister encore longtemps. Et merci Jérôme de rester accroché. Tu as parlé d'âme et je pense que si quelqu'un a une âme aux Wheels, il y a toi, il y a tous les gens qui t'entourent et qui sont des gens formidables. Absolument, c'est une famille parce que tout seul je ne ferais pas grand chose. Mais merci aussi aux gens comme vous qui sont là depuis le début et qui nous font confiance, quelle que soit la difficulté. Merci à toi Jérôme. Merci Pascal. Une bonne journée Jérôme. Formidable, Pascal vient nous fermer cette émission avec une grande classe. Et nous on se retrouve bientôt pour un prochain épisode dans une autre région, dans un autre univers, mais en tout cas avec de la moto, des hommes et tout ce qu'on aime.